Let's go, go, go. Ok. Bonjour Thibaut. Bonjour Laurent. Thibaut, bienvenue dans Unlocker, le podcast de ceux qui ouvrent la porte du e-commerce. Et ça tombe bien, Thibaut Bayard, tu es le président de Chronodrive et je dirais le pionnier du drive alimentaire en France. On pourrait dire comme ça ? On peut tout à fait dire comme ça. Ouais. C'est une entreprise que nous avons créée en 2004. Donc là, on fête les 20 ans. Nous avons célébré dignement les 20 ans de Chronodrive cette année. Ma particularité, c'est que j'ai été le premier employé de l'entreprise, embauché comme salarié matricule 0001. Énorme. Voilà. Donc il y a déjà 20 ans. Il y a 20 ans. Et alors, on peut dire que tu as aussi contribué à remplir les coffres et indirectement les frigos de milliers de Français, grâce aujourd'hui, donc il n'y a pas 20 ans, mais aujourd'hui à 55 parcs Chronodrive dans l'Hexagone. Donc déjà, bravo pour ce parcours, parce qu'il faut dire qu'en 2001 plutôt, quand Chronodrive a vu le jour à Marc-en-Barreuil, près de Lille, c'est un peu les racines de Chronodrive, on peut dire que vous avez eu le nez creux quand même. Alors effectivement, donc l'entreprise, l'origine de l'histoire du démarrage de Chrono, c'était un des cofondateurs, Martin Tout-le-monde, qui avait imaginé sur la base des flux d'une station-service proposer un système de livraison de courses. Son idée originelle, c'était vraiment de reprendre une station-service et de la transformer en système de livraison de courses dans le coffre. Et alors, c'était du coup le premier magasin, c'était vraiment une station de service ou pas du tout? C'était l'imaginaire? Pas du tout. Par contre, c'était dans un emplacement qui est proche d'un rond-point, sur une zone de flux, vraiment à l'image de ce que peut être une station-service. D'ailleurs, il y en a une juste en face. Mais effectivement, l'idée, c'était de prendre le contre-pied du commerce habituel avec des grands centres commerciaux, plutôt se mettre sur des trajets domicile-bureau. Ouais. Proche de là où il y a des habitations, des habitants, du trafic, et de permettre à des clients de commander sur un site internet. Au tout début, on avait 5 ou 6 000 références. Aujourd'hui, on va plutôt dans les 10 000 refs. C'est à peu près semblable à ce qu'on trouve dans un supermarché. Ok. Un site internet, et puis une proposition de valeur qui était de commander en ligne et de venir récupérer ses courses. Là où, à l'époque, les autres acteurs du marché faisaient surtout de la livraison à domicile. Bon alors Thibaut, en tant que matricule 00001, est-ce que tu peux nous expliquer quand même comment Chronodrive s'est fait une place dans les habitudes de consommation? Parce qu'en 2001, j'imagine que en tant que pionnier finalement du drive en voiture, c'était pas forcément inné et gagné. Quel a été l'élément déclencheur qui a permis de vivre en fait cette belle aventure là depuis 20 ans? Alors l'élément déclencheur, c'était de proposer en fait la vérité, c'est qu'on savait pas si ça allait marcher ou pas. C'était du test and learn un peu. C'était complètement ça. Ouais. Le fait d'ouvrir un site internet à l'époque, en 2004, ouais. Il y avait de la DSL déjà, mais il y avait pas encore de mobile. Il y avait et donc proposer à des clients de faire leurs courses sur un site internet et de venir les récupérer au volant de la voiture, c'était un nouveau parcours de course, c'était une nouvelle expérience client. Donc on savait pas trop si les gens allaient venir. On avait même prévu au départ un catalogue papier, avec les références. Le retour en arrière. Ouais, en se disant on sait jamais s'il y a des gens qui veulent pas aller sur internet. Est-ce qu'on prévoit quand même un listing avec des articles et puis une ligne téléphonique pour. Ah oui, ce moment-là. On l'a jamais ouverte, mais on avait bien imprimé ce petit catalogue. Donc on voit bien que là, en disant ça, il y avait effectivement cette notion de tester, le client au cœur de tout ça. Je pense que la philosophie même de Chronodrive, c'est vraiment de faire gaffe, de servir le client, de veiller à sa satisfaction. Quand on commande, on veut que ça soit prêt dans l'heure, je dirais même dans les 10 minutes. Aujourd'hui, c'est l'une des promesses de Chronodrive, justement, d'essayer d'être hyper réactif par rapport à sa concurrence. Alors effectivement, dès le début de l'entreprise, on s'est dit qu'on allait avoir un contact avec nos clients assez physique, mais assez rapide. Finalement, ils sont au volant de leur voiture, ils peuvent sortir de leur voiture ou rester dedans. On a mis tout de suite beaucoup l'emphase sur la relation client. On s'est dit à l'époque, c'est nouveau, il faut pas se tromper. Ouais. Exactement. Et puis surtout, on a la chance par rapport à du e-commerce classique de rencontrer nos clients. D'avoir un contact, ouais. Et du coup, il faut que ce contact soit exceptionnel. Et effectivement, donc la qualité de la relation, qui est toujours 20 ans plus tard sanctionnée positivement d'un NPS de 84. Pas mal. C'est vraiment un très très beau score.
Et puis également la qualité de service, donc le fait de récupérer 100% des articles qu'on a commandés. Et aujourd'hui, dans l'expérience client, nos clients commandent et peuvent récupérer leurs courses dès 30 minutes après validation de leur commande. Donc c'est vraiment quasi immédiat et ils récupèrent leur commande en moins de 5 minutes en passant sur nos quais. Donc le parcours, en fait, c'est que je vais sur Internet, j'ai ma liste, où je constitue ma liste, je passe commande, et en une demi-heure, baf, ma commande est prête, c'est ça? Voilà, et je peux venir le chercher quand je veux. J'ai 24 heures pour venir récupérer mes courses. C'est pas un créneau, contrairement à la livraison à domicile, qui contraint le client à être chez lui au moment de la livraison. Là, c'est vraiment assez libre comme expérience. On y viendra justement sur la livraison à domicile, parce que je crois que c'est aussi un virage qui est pris par Chronodrive, mais on y viendra après. Ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est dans le monde du e-commerce, il y a beaucoup de test and learn. On essaye, on tente, on voit, ça marche bien, ça marche pas, on change de braquet. Quels ont été les succès, mais aussi les ratés de Chronodrive sur laquelle on a pu s'appuyer pour pouvoir modifier finalement le parcours client ou l'entreprise en tant que telle? Alors des ratés, il y en a eu plein. Ouais. C'est ce qui fait le succès souvent d'une entreprise d'ailleurs. Exactement. Celui qui me revient en mémoire, c'est le fait de pouvoir. On avait imaginé un automate, une partie d'entrepôt qui était robotisée. Donc on va chercher directement les produits. Voilà. Ouais. Et notamment pour tous les petits articles de type les épices, les petits articles, les petits pots de bébé, etc. Et on avait un gros automate qui allait chercher ces produits-là dans des casiers directement et les ramener pour préparer la commande plus vite. Et en fait, ce truc-là, il a jamais marché. Il y avait beaucoup de casses. Et assez vite, on est revenu à un mode beaucoup plus manuel de préparation de commandes. Et bon, certainement, on avait certainement beaucoup d'avance, parce qu'on voit maintenant beaucoup plus de technologies de robotique ou de préparation de commandes automatisées. Ouais. Et alors tu me disais en préparant cette interview que globalement l'une des fiertés, on pourrait l'associer au succès aussi, c'était finalement le fait que Chronodrive soit un accélérateur pour les étudiants, puisque au fond les collaborateurs sont beaucoup d'étudiants, et ça c'est une vraie fierté qui tient à cœur en fait. Exactement. Enfin moi j'ai pour habitude de dire qu'on est une boîte qui est centrée sur les étudiants, puisqu'il sur 3800 collaborateurs, 3000 d'entre eux. Donc, c'est énorme. Plus des 3/4 de l'entreprise sont des étudiants qui sont en CDI temps partiel. J'aime bien préciser le CDI temps partiel parce qu'on fait, par exemple, on prend pas d'intérim. On propose des vrais premiers jobs à des étudiants qui viennent, pour 10 heures, 12 heures, 15 heures, parfois un peu plus, en fonction de leur disponibilité. On fait attention à être assez respectueux de leurs heures de travail pour que ça soit compatible avec leurs études, hein. Et puis voilà, sont des étudiants qui financent leurs études en travaillant chez nous, comme préparateurs de commandes, donc sur différents secteurs de nos magasins, également en livraison, puisqu'ils vont être au contact de nos clients, et c'est vrai que ça apporte une vraie fraîcheur, une vraie jeunesse. Et voilà, et pour moi, ces étudiants, c'est les personnes les plus importantes de la boîte, parce que c'est eux qui sont au contact des clients, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise très fortement et qu'on avait imaginé dès le départ. Parce que quand on a ouvert notre premier magasin, on a été débordé de clients tout de suite. Il a fallu renforcer les équipes. Ouais. Exactement. Et donc c'est le moyen qu'on a trouvé pour trouver cette flexibilité. Et puis encore aujourd'hui, je rencontre souvent des gens dans le cadre de mon boulot qui me disent Chronodrive, quand j'étais étudiant, je travaillais dans tel magasin, etc. Généralement, ils en gardent de bons souvenirs. C'était leur première expérience professionnelle. Ils apprennent à respecter les horaires, travailler en équipe, accueillir un client. Voilà, exactement. Donc c'est une belle expérience que je souhaite à plein d'autres étudiants. Okay. Étudiants welcome. Hein. Ok. À retenir, donc étudiant welcome comme tu dis. Alors souvent quand on est pionnier, on est aussi parfois copié par d'autres, et force est de constater qu'aujourd'hui toutes les enseignes, je dirais, de distribution classique finalement ont leur drive. Comment tu appréhendes finalement cette montée en puissance aussi du drive, d'un mode de consommation qui est rentré dans pas mal de foyers français. Quelles ont été là aussi peut-être les clés de succès ou les erreurs que tu aurais pu faire finalement face à d'autres enseignes qui abordaient le drive comme tu l'as créé? Alors quand on a ouvert, le succès client a été immédiat et les concurrents ont mis quand même pas mal de temps avant de nous voir. Donc ça t'a laissé un petit peu d'avance, quoi. Ouais, un petit peu, mais bon, on n'a pas été tranquille trop longtemps non plus. Il se trouve que
Le drive, c'est une particularité franco-française. On n'en trouve pas ailleurs dans d'autres pays. Même en Belgique, en Italie, en Espagne, non. Non. Il y a qu'en France. Ou alors des petites expériences qui généralement fonctionnent pas forcément. C'est un marché qui fait 12 milliards en France. Pour donner un comparatif, la livraison à domicile alimentaire, c'est un petit milliard. Donc c'est vraiment l'essentiel des flux de e-commerce pour tout ce qui concerne les courses alimentaires. Et effectivement, au début, on était seul, on était assez tranquille, et on a fait un jour une boulette, rétrospectivement, on peut le dire. C'est que notre 3e magasin, on l'a ouvert à Nantes en face d'un Leclerc. Aïe. Et ce jour-là, je pense qu'on leur a déclaré la guerre. Clairement, ils ont. Et c'est vrai que voilà, si on revient 20 ans en arrière, ils ont été très rapides. Leclerc, c'est un modèle assez puissant dans le sens où ils sont des entrepreneurs qui ont leur propre magasin et qui ont localement la capacité à capter des emplacements. Voilà, et donc là, tu les as un peu frottés. Bah oui, donc 20 ans plus tard, la morale de l'histoire, c'est que eux font 6 milliards sur le marché, donc 50% de part de marché des drives. Là où nous, on est le petit poussé, mais par contre, avec une vraie particularité d'être le seul pure player, puisque tous les autres drives sont des émanations de magasins libre-service, soit sur le côté du magasin, avec une préparation de commande qui est faite en magasin, donc assez peu qualitatif, parce que les stocks sont pas en ligne, et soit des drives, effectivement, qui sont des petits entrepôts de préparation de commandes dédiés, mais qui portent le nom d'un retailer du libre-service. Oui, bien sûr. Mais j'imagine que dans ce cas de figure, bah du coup, tu dois redoubler d'efforts parce que force est de constater que tu dis hop, on a peut-être fait une petite erreur là, donc tu dois redoubler d'efforts. C'est quoi du coup les leviers qui te permettent d'être différent des modèles classiques et qui vont s'associer, enfin qui vont s'attribuer aussi un drive? C'est quoi? C'est les zones, c'est l'expérience client, c'est le petit plus qui fait que tu crées de la différence. Enfin, explique-nous un petit peu comment tu crées cette différence. Alors, je l'ai abordé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses autour de la relation qui fait qu'on est réputé, en tout cas reconnu par les clients comme ayant une meilleure relation client, un taux de service qui est proche de 100% de commandes complètes. Et puis effectivement, nous, notre souhait de différenciation, c'est au niveau de l'offre. On a des partenariats beaucoup plus locaux, par exemple. Ici à Lille, on est associé avec la maison mère, les gaufres. Voilà, les gaufres, également leur pâtisserie, qui ne se distribuerait pas ailleurs dans des magasins de type Carrefour, Leclerc ou Auchan. Mais par contre, je vois en nous un partenaire assez privilégié, différent d'un réseau de magasins. Et ça marche très très bien. Les clients adorent. Et l'autre jour, j'ai vu une cliente qui me disait « J'adore acheter les gaufres mères chez Chronodrive parce que j'en profite pour acheter les 25 trucs qui me manquaient. » Donc du coup, c'est l'inverse. Je vais chercher mes gaufres et je prends mon pack de lait. Voilà, exactement. Voilà. Bon, alors tous les clients sont pas comme ça, et puis ça. J'imagine. Voilà, mais effectivement, c'est assez symbolique. Et ce sont des partenariats qu'on essaie de multiplier, de reproduire à la fois dans d'autres régions, mais également sur d'autres familles de produits. Pas mal de choses qui sont en cours, dont on peut pas encore parler, mais qui sont des sujets qui visent à nous différencier très très fort par ce qu'on offre, ce qu'on propose. Alors, dans les éléments de différenciation, on est sur Unlocker, donc un podcast porté par Mondial Relay, évidemment. Il y a aussi cette envie pour Chronodrive de créer quelque part cette notion de centre commercial avec des services connexes, annexes. Tu l'évoquais avec ces petites pâtisseries mères, petites pâtisseries, c'est formidable pâtisserie mère qu'on peut aller chercher directement sur sa commande, mais également ce service de locker qui permet d'aller déposer ou d'aller chercher son colis. Ça, c'est une vraie stratégie aussi qui permet d'amplifier quelque part ce service client qui crée la différence. Oui, bien sûr. Notre souhait depuis toujours, ça a été de proposer différents services, pouvoir retirer dans un Chronodrive tout ce qu'on commande en ligne. Et donc notre partenariat avec Mondial Relay, ça vise effectivement à proposer cette expérience-là. Les clients, on le voit dans l'usage, c'est un usage qui se développe très fortement, de pouvoir récupérer son colis sur un locker, ce qui est à proximité des quais de Chronodrive. On avait eu une première expérience avec Mondial Relay où nos accueils de magasins étaient des points relais. Ah oui, ok. Mais en termes d'expérience, ça crée quand même une rupture un peu plus complexe. Aujourd'hui, on a commencé à rendre l'expérience beaucoup plus fluide en proposant au client de récupérer lui-même son colis. Qui sait, demain, on pourrait aller encore plus loin en proposant
finalement, le coffre d'une voiture, c'est un locker. Mais bien sûr. Et donc, pourquoi ne pas aussi livrer le colis directement dans le coffre avec le reste de sa commande? À suivre, donc. Thibaut, quand tu me parles de tout ça, j'aimerais comprendre quelle est la typologie de client. Est-ce qu'on est sur finalement une clientèle plutôt CSP+, plutôt populaire, classe moyenne? Enfin, comment tu fais pour élargir ton portefeuille client avec cette catégorie de consommateurs? Et quelle est la catégorie de consommateurs? Nos clients sont essentiellement... Alors, il y a plusieurs typologies et puis on a plusieurs personas clients, mais l'essentiel de nos clients, nos meilleurs clients et nos VIP en particulier sont des familles. Ce qu'on appelle double actif. Monsieur et madame travaillent, ils ont des enfants, éventuellement des enfants, 2 voitures, un habitat plutôt maison horizontale. Voilà, ça c'est vraiment s'il fallait définir le cœur de cible. Voilà, avec des clients qui apprécient effectivement de faire l'essentiel de tout ce qui est chiant au niveau des courses. Pas perdre du temps à faire les courses. Voilà, ils vont plus dans les supermarchés ou les hypermarchés pousser un chariot par eux-mêmes. Par contre, ils se débarrassent de l'essentiel de leurs courses chez nous et puis ils vont faire des courses dites plutôt plaisir. Soit chez les petits commerçants, sur les marchés, dans des magasins, de la maison, dans des magasins ultra frais, type Grand Frais ou d'autres. Voilà. Donc plutôt se débarrasser de la partie chiante des courses corvées. Dans le coffre, comme ça, c'est réglé. Voilà, et puis se faire plaisir à côté dans d'autres types de commerces où il y a pas grand-chose à porter. Voilà. Alors justement, dans l'évolution de la consommation, je dirais, il y a de plus en plus, on le voit, on l'évoquait la fois dernière avec Picnic, des livraisons à domicile. Tu l'as abordé tout à l'heure, et tu disais, là encore en préparant cette interview, que c'était aussi un virage que Chronodrive empruntait, en disant, mais au fond, est-ce qu'on ne doit pas aussi livrer à domicile les courses de nos clients? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est foncièrement au départ en résistance parce que c'est pas le modèle économique et on se dit non, on veut pas aller là-dessus, ou est-ce qu'on se dit en fait c'est aussi l'évolution du marché et on doit aller aussi là-dessus? Alors au départ c'était vraiment en résistance parce que nativement l'entreprise elle s'est construite sur le fait de pas livrer justement et de proposer tout le modèle économique, c'est toute l'expérience, c'est de proposer au client de venir chercher ses courses lui-même. Mais le marché nous y oblige en fait. Et donc on a décidé de prendre cette tendance positivement et de commencer à proposer différents services. Aujourd'hui, on teste 2 choses. Une livraison de proximité autour de nos drives. Bien sûr, les commandes sont préparées dans nos drives. Et puis des véhicules électriques qui permettent d'aller livrer sur les zones de chalandise de nos magasins. On s'aperçoit que les clients apprécient ça. Mais on s'aperçoit aussi dans cette expérience-là que ça rajoute dans notre chaîne de valeur beaucoup de complexité. Et oui. Imagine un vendredi sur un très gros magasin, entre 17h et 19h, il y a pas loin de 300 voitures qui vont venir récupérer leurs commandes. Comment fais-tu pour livrer effectivement 300? Imaginons que on est à livrer 300 points différents sur 2 heures. C'est mécaniquement impossible. Ça nous oblige à avoir une organisation vraiment spécifique. Ça rajoute beaucoup de coûts dans un métier qui est un métier avec des petites marges. L'alimentaire, on a de faibles marges et donc c'est difficile, c'est extrêmement difficile de rentabiliser un modèle économique comme ça. Et je parlais aussi d'une deuxième expérience qui a démarré plus récemment où on travaille avec des acteurs de la livraison collaborative. Je pense à Tutut ou à Shopopop, où là effectivement des utilisateurs, des clients, des livreurs mais qui sont à titre particulier, indépendants en fait, peuvent s'enregistrer sur les plateformes que j'ai citées et recevoir des missions et pouvoir récupérer en plus de leurs courses les courses de leurs voisins pour les livrer chez le voisin. Très clair. Ils sont rémunérés pour ça de quelques euros. Je pense de l'ordre de 5 ou 6 euros par livraison. Et donc ça nous permet de continuer à étendre nos services de livraison par la livraison collaborative. C'est un peu le Uber Eats de la livraison alimentaire, quoi. Voilà, sauf que effectivement là il ne s'agit pas d'auto-entrepreneurs, il s'agit vraiment de particuliers qui veulent arrondir leur fin de mois, un peu comme si je vendais quelque chose sur une plateforme de vente type Le Bon Coin ou Vinted. Voilà. Et les lockers réfrigérés? Oui. Ça peut être aussi une bien sûr, une solution. non mais c'est un sujet qu'on étudie, qu'on regarde parce que à mesure que les expériences de retraite de commandes dans des lockers se développent, ça devient de plus en plus crédible
On a une expérience qui tourne à l'île Europe avec un point de retrait multi-colis sur lequel on peut retirer des produits frais aussi. Mais effectivement, moi je crois que c'est un sujet qui va arriver, notamment pour pouvoir servir par exemple des parkings de bureaux avec des sièges sociaux, des choses comme ça où il y a beaucoup de trafic. Aujourd'hui, la France est assez contrainte en termes d'ouverture, donc c'est plus aussi simple d'ouvrir des drives tout le marché en a ouvert un peu partout. Et donc de pouvoir déporter des points de retrait, soit des drive relais comme on a à Croix, qui est un plus petit drive préparé par où on peut collecter sa commande, mais les commandes sont préparées par un drive plus grand. Mais effectivement, les lockers de produits température dirigée, tout ça nous parle et ça fait partie des sujets qu'on aimerait bien bosser. Bon, à suivre. Thibaut, c'est quoi les grandes innovations que tu peux nous dévoiler là justement dans ton secteur, qui est l'e-commerce alimentaire quelque part? Quelles sont les grandes innovations que tu pourrais nous confier aujourd'hui? Alors, dans les belles innovations que je vois dans l'alimentaire, alors il y a eu toute la vague assez décevante, parce que très consommatrice de cash autour du quick commerce, qui était vraiment là pour le coup une innovation mirage. Tout le monde en parle de ça. Les fameux Getir là avec les violettes. Getir, Gorillaz, etc. Il y a eu des milliards investis par des capitaux risqueurs là-dessus. Ça, c'est le Covid qui a créé ça? Ouais, c'est le Covid, mais surtout, ça a été un vrai mirage parce qu'il n'existe plus d'acteurs. Mais voilà. Dans les innovations pertinentes autour de l'e-commerce alimentaire, honnêtement, ces dernières années, on a quand même vu beaucoup se développer tout ce qui est livraison de repas à domicile. Qui aurait pu imaginer il y a encore 6 ou 7 ans qu'on allait pouvoir, en ouvrant une app, accéder à des centaines de restaurants qui vous livrent dans les 10 à 20 minutes. Et c'est vrai que quand on pense à ses concurrents, on a tendance à penser à ses concurrents directs, d'autres drives ou des supermarchés, etc. Et finalement, quand on a à se nourrir, effectivement, on a plein d'options différentes. Voilà. Ce qui est vraiment marquant dans le secteur de la distribution alimentaire, ce qui permet de se nourrir, c'est le nombre la fragmentation des courses aussi. Le fait qu'aujourd'hui on puisse acheter du vrac, du bio, chaque fois des enseignes et des marques avec de la livraison à domicile, des drives, du libre-service, énormément de formes différentes qui fragmentent de plus en plus nos paniers. Et donc forcément, besoin de trouver dans le modèle économique ces différents fragments. Merci Thibaut, merci d'avoir participé au podcast Unlocker, un format proposé par Mondial Relay. Je te dis à très bientôt. À bientôt, merci Laurent.